bonjour à toutes et à tous pour cette manifestation sur un sujet majeur. Il y a 210 inscrits, ce qui prouve vraiment l'intérêt pour ce sujet, puisque comme toutes nos manifestations, on les fait en partie en présentiel, en partie en visio pour permettre à des personnes éloignées de pouvoir se joindre à nous. Donc avec Anne Joyot, titulaire de la chaire, et moi-même, donc je suis Brigitte Feuillet-Liger, je suis professeure émérite à la faculté de droit et fondatrice de la chaire Vivre Ensemble. Donc on va aborder un thème majeur. Quelques mots peut-être pour commencer sur la chaire, pour ceux qui ne la connaissent pas. Alors on a des habitués qui la connaissent bien, mais donc, la chaire Vivre Ensemble, c'est un partenariat entre l'université et principalement l'IGR, IAE de Rennes et la faculté de droit, donc des chercheurs en sciences humaines et en droit, et des entreprises, dans l'objectif d'essayer sur le thème de la chaire, c'est-à-dire le vivre ensemble en entreprise, de mettre en place des outils pour permettre aux entreprises d'assurer un meilleur vivre ensemble, sachant que la vivre ensemble est quelque chose de très important aujourd'hui pour les salariés. Donc, en fait, on met le savoir-faire de l'université, faire des études de terrain, faire venir des spécialistes des questions pour essayer d'aider au maximum les entreprises à faire ce qui est attendu par les salariés. Et donc, nous organisons aussi ce type de manifestation sur des thèmes qui intéressent les entreprises. En fait, ce partenariat, on part des besoins de l'entreprise pour traiter ce qui intéresse aujourd'hui les entreprises. Donc, on a un site, vous pouvez récupérer beaucoup d'outils gratuits, parce que c'est aussi la vocation de la chaire. Nous, ce qui compte, c'est que les choses changent sur le terrain. Et vous avez, alors pour ceux qui sont présents, puisqu'il y a une partie en présentiel et une partie à distance, pour ceux qui sont là, vous avez des documents que vous pouvez récupérer. Donc voilà pour cette chaire. Alors les thèmes sont très variés, hein. On travaille aussi bien sur la lutte contre les discriminations que la lutte contre l'illettrisme en entreprise, que le malaise des managers, etc. Donc des thèmes qui évoluent suivant les mandats, puisque nous sommes au deuxième mandat de cette chaire. Donc voilà un petit peu le travail de la chaire. On va tout de suite aborder notre thème, qui est un thème très important, qui est d'actualité d'ailleurs, puisque hier, il y a eu la condamnation de 3 dirigeants de l'entreprise Ubisoft. Donc on est en plein dans l'actualité et on a la chance d'avoir un des avocats d'un des dirigeants. Donc vous allez avoir ici le privilège d'avoir l'argumentation des juges. Donc, 3 intervenants que je remercie très chaleureusement. Élodie, qui est avocate en droit social à Rennes. Jean-Guillaume Lemintier, avocat en droit pénal à Rennes. Donc, ça se complète parce que vous allez voir que le harcèlement relève bien aujourd'hui des deux. Et Olivier Bourcard, que je ne présente plus pour ceux qui sont habitués à nos manifestations. Olivier, ancien DRH et aujourd'hui conseiller d'entreprise, très investi dans la chaire. Donc, merci à tous les 3. Alors, il va y avoir 3 temps pour cette manifestation. Tout d'abord, on va commencer par l'appréhension par le droit. En fait, comment le droit social appréhende le harcèlement, qu'est-ce qui relève du harcèlement devant les prud'hommes, hein. C'est en général la procédure qui est engagée, mais aujourd'hui, on va le voir aussi par le droit pénal, et de plus en plus. C'est ce qui fait l'urgence pour les entreprises de bien prendre conscience qu'aujourd'hui, les actions pénales se multiplient et que les juges sont de plus en plus sévères. On va en discuter. Donc, premier temps, l'appréhension par le droit, à travers les textes, à travers la jurisprudence. Ensuite, un second temps, agir sur le terrain,
Et donc, c'est Olivier Bourcard qui parlera en tant qu'ancien DRH de son expérience, mais aussi d'expérience de DRH avec lequel il a pu échanger, qui sera suivi d'une table ronde des trois qui pourront réagir aux interventions des uns et des autres, pour terminer par un échange avec le public présent et à distance, où vous pourrez bien évidemment poser vos questions ou faire des commentaires sur ce qui aura été dit. Donc, sans plus tarder, on va commencer. Et je vais donc donner la parole à Élodie Cohen-Morvan, qui va vous parler du volet social. Eh bien, Brigitte, je vous remercie de m'avoir invitée pour intervenir sur ce sujet bien ardu d'ailleurs, puisque nos étudiants du M2 droit social, quand ils me disent qu'ils veulent faire un mémoire sur le harcèlement, je leur dis toujours non. C'est bien trop ardu, c'est bien trop compliqué. Et donc, je me suis dit, mais pourquoi ai-je accepté cette mission? Et en réfléchissant, j'ai en réalité utilisé ma casquette d'avocat, plus précisément, et je me suis interrogée sur, en réalité, la confrontation du harcèlement par rapport à mes clients. Quelles sont les questions qu'ils se posent? Et il y a vraiment trois questions essentielles. La première, c'est de se dire que le harcèlement moral en droit du travail, moi personnellement, je ne fais que du droit du travail, je vais être rapide, je sais que vous attendez la star de la conférence, donc je vais être la plus rapide possible. Mais bon, le droit du travail, donc je suis obligée de vous dire, je pense que c'est beaucoup plus intéressant de savoir ce qui s'est passé dans le dossier Ubisoft. Donc je vais essayer d'être la plus rapide possible. Mais oui, ah oui, 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 très, très fréquent. Oui, oui, c'est vrai, tout à fait. C'est une vraie problématique que nous avons régulièrement dans les dossiers. Oui, oui, ça, c'est certain. Mais justement, il est absolument essentiel que vous soyez salarié ou employeur d'identifier la notion de harcèlement. Les salariés vont très vite dire je suis harcelé, je suis harcelé. Et les employeurs vont dire oh, j'ai pas dit bonjour à mon employeur aujourd'hui, à mon salarié, pardon. Bon, j'ai plus très envie de lui dire bonjour, il m'agace, etc. Les deux parties, en réalité, parfois n'identifient pas le harcèlement moral ou au contraire vont dévoyer la notion. Donc, il est absolument indispensable de déterminer la notion de harcèlement moral et sexuel, qui d'ailleurs, la définition, je ne l'invente pas, elle est dans le Code du travail. Hein. Le harcèlement sexuel 1153-1 et le harcèlement moral 1152-1. Alors, concrètement, en quoi cela consiste? Alors, le harcèlement sexuel, ce qui est très intéressant, et c'est la grande nouveauté, et je crois que les entreprises n'ont pas pris la mesure dans la définition, c'est qu'il peut s'agir d'agissements, mais également de propos. C'est la grande nouveauté. Certains salariés et donc managers ne se rendent pas compte que, en tenant des propos dégradants à l'égard très souvent des femmes, ils commettent du harcèlement sexuel et cela n'est pas seulement de l'agissement sexiste. Euh, que ce soit le harcèlement moral ou le harcèlement sexuel, également, il faut une répétition. Ça, c'est extrêmement important. On est dans les deux définitions. Il faut des actes répétés. Et à défaut, s'il n'y a pas d'actes répétés, il n'y a pas de harcèlement sexuel. Alors, il y a une exception pendant le harcèlement sexuel. Si les personnes qui harcèlent le font de manière collective ou en concertation, la répétition n'est pas exigée. C'est la seule exception. Sinon, dans le harcèlement sexuel, il faudra une répétition à l'identique du harcèlement moral. Alors, répétition, et là on se pose la question, eh bien, répétition, cela suppose des faits précis et datés. Si un salarié lui dit je suis harcelé, point à la ligne, et qu'il ne vise pas des faits précis et datés, vous n'allez pas caractériser la répétition. Ça n'a pas, ça ne s'est pas, il n'y a pas eu deux fois, si je puis dire. Hein. À défaut, il n'y a pas de harcèlement. Deuxième élément de la définition, tout le monde peut harceler. On pense toujours au supérieur hiérarchique, donc un harcèlement descendant, mais ça peut être un harcèlement ascendant. C'est-à-dire, on peut imaginer qu'un subordonné harcèle son supérieur hiérarchique. Et également, cela peut être du harcèlement, je dirais, horizontal, où vous pouvez harceler un collègue qui est du même niveau hiérarchique que le vôtre.
Donc, vous voyez que tout le monde peut harceler. Et d'ailleurs, il y a même eu des arrêts très intéressants où il s'agissait de clients ou de bénévoles qui donc n'étaient pas salariés de l'entreprise, mais dès lors qu'ils avaient une autorité sur les salariés, on pouvait également caractériser du harcèlement moral. Donc, je dirais, vaste dans la définition, tout le monde peut harceler. Deuxième élément, la répétition, mais ce n'est pas fini. En tout cas, pour le harcèlement moral, il y a deux éléments. Il faut des conséquences, c'est-à-dire que les actes répétés vont entraîner une dégradation des conditions de travail. Et deuxièmement, des répercussions sur la santé et sécurité du salarié, mais pas uniquement. Cela peut être aussi une atteinte à la dignité du salarié, mais également compromettre son avenir professionnel. Pardon. Donc, vous voyez qu'il faut tout de même des conséquences. À défaut, les agissements répétés ne vont pas suffire. Alors, vous allez me dire, mais c'est quoi une dégradation des conditions de travail? Alors, je vais vous donner des exemples parce que dans mon univers professionnel, j'en ai vu et j'en ai vu beaucoup. Par exemple, le placard. Alors ça, l'isolement du salarié, les employeurs ont une imagination, je dirais, débordante. Hein. Vous allez vous retrouver du jour au lendemain dans un placard à balai. Ça, c'est typique. Ou alors, on va vous supprimer vos outils de travail, on va vous enlever votre tablette, on va vous enlever votre téléphone, votre ordinateur qui ne va pas être renouvelé. Ça, c'est une dégradation des conditions de travail. Ou alors, vous n'êtes plus sur l'agenda Outlook, vous n'êtes plus convoqué aux réunions, et j'en passe. Vous voyez? Donc, vraiment, alors j'en ai vu un, il n'était même plus dans l'organigramme. Voilà. Donc là, typiquement, on est dans une dégradation des conditions de travail. Après, la deuxième conséquence, très souvent, eh bien, c'est l'état de santé. Une répercussion sur l'état de santé, c'est très visible. Les gens en burn-out, c'est très impressionnant. On les reconnaît tout de suite. C'est des gens qui n'arrivent plus à se lever le matin et ils vont mettre 2, 3 ans à s'en remettre. Ils ne peuvent plus travailler. Hein, c'est très, très impressionnant. D'autres, au contraire, vont tenir. Donc, les juges n'exigent pas forcément une dégradation de l'état de santé, mais vont retenir d'autres éléments comme l'avenir professionnel qui est compromis. Ou effectivement une atteinte à la dignité sans que l'élément, je dirais, de l'atteinte à la santé soit absolument essentiel et existentiel. Alors, dernière chose, et ça, c'est notre chambre sociale s'est alignée sur la chambre criminelle, et on le fait souvent. Hein. Vous nous inspirez, les pénalistes. C'est que c'est assez étonnant, il n'est point besoin que le salarié prouve un préjudice avéré. C'est-à-dire qu'on est un peu dans du conditionnel. Cela aurait pu compromettre l'avenir du salarié. Cela ne l'a pas compromis, mais cela aurait pu. Et il suffit que cela aurait pu, eh bien, le harcèlement moral est constitué. Voilà tous les éléments de cet harcèlement. Vous voyez qu'on est dans une définition extrêmement précise. Et si effectivement le salarié n'est pas en mesure de démontrer ces éléments précis, le harcèlement moral n'est pas constitué. Et les juges, dès la création de la loi, en tout cas le juge prud'homal, y a été très sensible. Ils ont fait un vrai travail pour en réalité débouter les salariés quand il n'y avait pas ces éléments constitutifs. Hein. Et donc, on a cru au début, je dirais, à un contentieux massif du harcèlement moral devant le Conseil des prud'hommes. Et je trouve que les juges du fond ont veillé à véritablement retenir la définition et ont été rigoureux. Hein. Alors, en revanche, dans le moyen de preuve, il y a parfois une volonté du juge que le salarié démontre véritablement le harcèlement, alors que normalement, il s'agit d'une preuve partagée et de simples indices suffisent. Les juges, en première instance, exigent généralement la preuve brute alors que de simples indices suffisent et alors que l'employeur doit apporter une preuve partagée. Donc, voilà comment doit-on réagir face à un salarié qui vous dit je suis harcelé? Il faut bien évidemment vérifier la définition. Nous sommes dans une définition juridique. Et si effectivement le salarié ne remplit pas cette définition, le harcèlement moral n'est pas constitué. Alors, ma deuxième réponse que j'apporte à mes clients, c'est qu'ils me disent, mais qu'est-ce que je dois faire quand un salarié m'alerte? Comment je dois mettre en place l'alerte? Et qu'est-ce que je dois faire immédiatement? Alors, l'alerte, elle doit être extrêmement facilitée.
hein. Ça, c'est vraiment important. C'est-à-dire que les moyens de l'alerte doivent être très faciles parce que le problème du harcèlement sexuel et du harcèlement moral de celui qui en est victime, c'est qu'il aura toujours peur. Il aura une. Moi, surtout dans le harcèlement sexuel, hein, je vois des femmes, elles sont tétanisées, surtout quand elles sont à plusieurs et qu'elles sont harcelées sexuellement. Il y a une peur, elles sont comme tétanisées, ne pouvant pas agir. Et si elles n'ont pas un numéro appelé, un numéro, elles ne vont pas oser. Donc, il faut, dans la démarche de l'entreprise, vraiment prévoir une alerte facilitée, un numéro vert, un email aussi facile d'accès, comment dirais-je, au CSE, la personne chargée du harcèlement aussi doit être disponible. Je trouve le plus utile, hein, c'est le numéro vert. C'est-à-dire que la personne va savoir qu'elle a un numéro et qu'elle aura quelqu'un à qui elle va pouvoir parler. Deuxième chose pour que cette alerte soit efficace, hein, et que la personne n'ait pas peur de parler, c'est l'anonymat. Dans un premier temps, il faut garantir l'anonymat et la confidentialité. Si vous ne garantissez pas dans cette démarche d'alerte l'anonymat et la confidentialité, les personnes victimes n'oseront pas parler. Voilà le premier conseil que je donne à mes clients. Ensuite, j'ai l'alerte. Est-ce que je dois faire une enquête? Ça, c'est une vraie question. La Cour de cassation, alors déjà le Code du travail, quand il s'agit d'une alerte CSE, vous n'avez pas le choix, vous devez déclencher l'enquête. Vous ne vous posez pas la question. Le Code du travail instaure l'obligation de faire une enquête. Quand il ne s'agit pas d'une alerte CSE, est-ce que je dois le faire? Le salarié me prévient, est-ce que je dois déclencher l'enquête? Au titre de l'obligation de sécurité, je vous conseille, bien évidemment, sécurité, vous voyez ce que je veux dire, assurer la santé et la sécurité du salarié. À ce titre-là, vous devez déclencher l'enquête. Alors, je sais, il y a un arrêt un petit peu plus nuancé, très récent, hein. C'est là qu'on voit que notre sujet est d'actualité. Nous avons plein d'arrêts récents, mais un arrêt de 2024 est venu dire que l'employeur, si effectivement avait pris les mesures pour faire cesser le harcèlement, il pouvait s'abstenir d'une enquête. Franchement, n'y allez pas. Faites une enquête. Alors, certains clients me disent, ah oui, mais si je comptais toutes les alertes, je devrais faire des enquêtes tous les jours. Franchement, je trouve ça un petit peu excessif, hein, véritablement. Alors, attention aussi, j'ai vu dans des dossiers où l'employeur va exiger du salarié qu'il apporte des preuves pour déclencher l'enquête. C'est inadmissible. On n'a pas à demander à un salarié d'apporter d'ores et déjà des preuves du harcèlement. L'enquête va faire toute la lumière, bien évidemment, sur le harcèlement. Alors, l'enquête, je dirais que vraiment, si on peut retenir quelque chose, elle doit être rapide. N'attendez pas 2 mois avant de déclencher l'enquête, c'est catastrophique. Deuxièmement, la Cour de cassation favorise l'enquête. Donc, elle donne une grande souplesse à l'employeur. Un DRH peut la mener. On n'est pas obligé d'entendre tous les salariés. Vous voyez, c'est très ouvert. On n'est même pas obligé d'entendre la personne harceleur, la personne harcelée. Bref, la Cour de cassation est pragmatique et pour favoriser l'enquête, elle la rend très souple. Cependant, nous avons un arrêt du 18 juin 2025 qui met peut-être un coup d'arrêt à cette souplesse de l'enquête, puisque pour la première fois, la Cour de cassation vient invalider une enquête au motif que l'enquête avait été fort mal faite. Dans le rapport d'enquête, l'employeur n'avait repris que quelques témoignages, s'abstenant de faire valoir les autres témoignages, et l'enquête n'était corroborée par aucun autre élément. Là, attention, ne menez pas l'enquête n'importe comment, parce que c'est la première fois que notre chambre sociale vient invalider une telle enquête au bénéfice du salarié. Donc, c'est une chose assez intéressante puisque le salarié, la Cour de cassation, dit comme l'enquête n'était pas probante, le doute profite au salarié et le salarié a obtenu le fait que son licenciement était infondé. Donc, faites très attention à l'enquête. Je disais grande souplesse, mais avec ses limites, hein, avec cet arrêt très intéressant, 18 juin 2025, c'est quand même assez important. Dernière chose,
Euh, je dirais que sur l'enquête, quand vous voyez que c'est très tendu dans l'entreprise, il faut vraiment essayer de la faire mener. Moi, par exemple, j'ai un dossier où je suis intervenue. La DRH était visée par l'alerte. Il y avait les syndicats. C'était explosif. Et ils m'ont fait intervenir en tant qu'avocat indépendant. Je ne suis pas du tout l'avocat de l'entreprise. Et vraiment, je me suis rendu compte combien la personne harcelée, la personne accusée de harcèlement avait besoin d'être écoutée. Hein, donc, les auditions ont duré très longtemps. Et le fait que ça soit une personne extérieure, ça rendait les choses, je dirais, beaucoup plus fluides, beaucoup plus faciles. Alors, je ne dis pas que dans toutes les enquêtes, il faut nommer un avocat et vous allez me dire, mais elle prêche pour sa paroisse. C'est pas du tout ça. Mais c'est que parfois, certaines enquêtes sont tellement épineuses que, bien évidemment, il faut, comment dirais-je, vraiment privilégier l'intervenant extérieur. Alors, l'enquêteur écoute, mais ensuite, il va préconiser. Et ça, il faut être actif dans la préconisation. Comment je donne des solutions pour faire cesser le harcèlement? C'est le but. Le but, la personne victime. Alors, si les faits de harcèlement sont avérés, il y a un véritable pouvoir de qualification de l'enquêteur. Mais si effectivement le harcèlement est, comment dirais-je, avéré, alors moi, j'avoue que dans mes dossiers, souvent, je me rends compte qu'il n'y a pas forcément du harcèlement, mais des malentendus, de la mésentente. Et je dirais que parfois, la formation du manager, notamment en agissement sexiste, je ne veux pas, je ne veux pas accuser les hommes, hein, mais véritablement, une formation en agissement sexiste fait souvent partie de mes préconisations. Mais pas que. Parfois, une médiation est miraculeuse, véritablement. Une médiation peut être une de grande efficacité. Parce que parfois, on n'est pas forcément dans du harcèlement, mais on est dans de la souffrance. Et il faut que les gens se reparlent. Il faut que les gens retravaillent ensemble. Et véritablement, la médiation fait des miracles. Je ne vous dis pas que ça marche toujours, mais très souvent, moi, je la préconise. Alors, la dernière chose, c'est souvent, bien, on n'arrive pas à préconiser ça. Le harcèlement est avéré. Il y a une dangerosité avérée. L'employeur doit prendre des mesures. Alors, parfois, on dit mutation géographique. Attention à la mutation géographique. J'ai vu dans des dossiers qu'on préconise l'éloignement de l'harcelé. C'est une jeune femme. On disait, oui, vous êtes harcelé, mais on va vous muter à 100 km de chez vous. Enfin, c'est double peine. Vous voyez? Non. Et parfois, on se dit, non, c'est un tel danger que le harceleur ne peut pas rester dans l'entreprise. Il fera la même chose. Il n'a pas compris. Il est dans un déni complet. Il n'a pas compris sa dangerosité. Et là, on doit se séparer de lui. On préconise, alors, que vous dire? Le harcèlement sexuel ou le harcèlement moral constitue une faute grave, privant le salarié de ses indemnités. Mais c'est là que je me dis que le sujet est d'actualité. Deux arrêts récents de novembre 2024 et de janvier 2025. Je les ai, hein, mais je voulais parler sans notes pour que j'essaye de vous captiver. Deux arrêts, donc novembre 2024 et janvier 2025. L'un ne retient pas la faute grave, car le salarié a 22 ans d'ancienneté et reconnaît qu'effectivement, alors j'ai plaidé un dossier dernièrement à Rennes où le juge des partiteurs a retenu la faute simple et pas la faute grave vu l'ancienneté du salarié. Hein. Donc ça va peut-être être la tendance, hein, donc donnant droit aux indemnités de rupture. Et l'autre dossier très intéressant, c'est janvier 2025 où la faute grave a été écartée dans la mesure où tous les cadres de direction étaient au courant du harcèlement et n'avait absolument rien fait. Et on a considéré que c'était une circonstance atténuante qui fait que la faute n'était que simple. J'en terminerai. Attention au DRH, puisqu'on a un arrêt du 8 mars 2017 qui commence à dater, où une DRH qui ne fait rien et alors que le directeur d'établissement, elle le sait, harcèle et malgré les alertes, eh bien, conforte le directeur d'établissement. L'employeur l'a licenciée parce qu'elle n'avait pas rempli son obligation de sécurité. Et la Cour de cassation a dit, effectivement, c'est un licenciement justifié, faute pour la DRH d'avoir pris les mesures nécessaires. Donc oui, faites une enquête et agissez vite.
Dernière chose, et j'en aurai fini, je ne sais pas si j'ai du temps, mais je vais être rapide. Qu'est-ce que vous risquez? C'est mon troisième point de savoir qu'est-ce que le harcèlement moral et comment on le détecte et qu'est-ce qu'on fait en aval. Qu'est-ce qu'on risque? Alors, on risque une maladie certaine, hein. Moi, j'ai vu des gens victimes de harcèlement moral, c'est extrêmement impressionnant, hein. C'est vraiment des gens méconnaissables. C'est des gens méconnaissables. Ils sont en burn-out et vous ne pouvez plus rien faire d'eux. Et ils sont capables de passer 2 ou 3 ans en arrêt maladie. Donc voilà, il y a ça, il y a cette vraie réalité. Alors, le harcèlement sexuel aussi, ce sont des femmes qui perdent toute confiance dans des relations homme-femme, hein. C'est vraiment. Alors, quand même on les éloigne du harceleur, elles reprennent confiance, hein, vraiment. Mais le harcèlement moral, là, vraiment, on voit les effets absolument catastrophiques sur le salarié. Et puis, l'employeur, un salarié qui a été harcelé, l'employeur ne fait rien. Très souvent, il va aller être licencié à la suite de l'inaptitude constatée par le médecin du travail. Et donc, la nullité est encourue. Et donc, c'est une pénalité financière pour l'employeur, puisque droit à réintégration, avec indemnité d'éviction, à défaut de la demande de réintégration, c'est minimum 6 mois de salaire, peu importe, minimum, peu importe, et le salarié pourra demander des dommages et intérêts conséquents. Deuxièmement, il va au surplus, après avoir demandé la nullité de son licenciement, il demandera des dommages et intérêts parce qu'il a subi un harcèlement moral. Et la troisième, là, c'est un florilège, c'est tout le droit de la sécurité sociale. Et là, la sanction peut être majeure pour l'employeur, financière. Le salarié va faire reconnaître son harcèlement soit en accident du travail, l'entretien qui se passe très très mal, soudaineté, accident du travail, ou maladie professionnelle. Le burn-out est une maladie professionnelle hors tableau qui va être reconnu. Ça va être un long parcours, mais le salarié va pouvoir le faire reconnaître par la CPM. Donc, soit AT, soit MP, accident du travail ou maladie professionnelle. Et là, il va aller en faute inexcusable. Et on est dans la faute inexcusable, pôle social, remboursement à la CPM de toutes les dépenses de santé et bien évidemment, indemnisation particulière du salarié. Franchement, quand on voit tout ça, agissez. Merci infiniment, Elodie. C'est vrai que déjà, quand on entend ça, on se dit il faut vraiment que les entreprises prennent conscience de l'importance de la question. On va passer au degré supérieur, parce que finalement, à côté de la poursuite classique, je dirais, des prud'hommes, aujourd'hui, les condamnations pénales se multiplient. Et donc, c'est Maître Jean-Guillaume Lemintier, spécialiste de pénal à Rennes, et donc avocat d'un des dirigeants du Ubisoft, qui va pouvoir vous parler de ces procès en matière pénale et donc comment anticiper tout ça. On sera amené après à le voir avec Olivier. Merci beaucoup. Lorsque je suis venu ce soir, donc j'ai préparé cette intervention cet après-midi, je ne savais pas par où commencer, parce que c'est vrai que cette décision d'hier par le tribunal correctionnel de Bobigny m'a un peu chamboulé. Je vous expliquerai pourquoi, mais c'est encore à chaud. Et en définitive, la seule chose qui m'est venue à l'esprit, j'étais dans le métro avant d'arriver ici, pour refléter cette décision rendue par le tribunal correctionnel de Bobigny, qui pour moi est une jurisprudence fondamentale et constitue une grande avancée. C'est les propos d'un confrère au moment de l'audience, un confrère qui était constitué pour une des victimes, une des parties civiles, qui avait travaillé chez Ubisoft pendant 5 à 6 ans, et qui a utilisé cette expression, qui pour moi reflète très bien l'évolution jurisprudentielle et l'état de notre société aujourd'hui, en tout cas du harcèlement, c'est la notion de rire triste. Lorsqu'effectivement il a évoqué le parcours et la situation de sa cliente dans l'open space chez Ubisoft durant ces années, qui finalement devait rire tous les jours aux blagues sexistes, misogynes et tout autre du service édito, elle était contrainte de rire. Et au début, ça m'a un peu surpris. Je me dis, mais c'est un oxymore assez original quand même, le rire triste. Et après réflexion, je me suis dit, mais il a raison, en définitive. Parce que pour exister dans un groupe, finalement, soit vous riez et vous faites partie du groupe, soit vous ne riez pas et vous êtes stigmatisé et retiré du groupe.
Et en définitive, c'est ce qui s'est passé au sein de cet édito un petit peu, c'est que si vous ne fonctionnez pas comme eux, et finalement vous étiez stigmatisé, harcelé, et en définitive, soit vous l'acceptiez, soit vous partiez. Et j'ai trouvé que cette notion reflète assez bien aujourd'hui l'état de la jurisprudence, cette notion de rire triste. Parce que je pense que, et ça fait écho avec ce que à une avancée consacrée par cette jurisprudence, qui a considéré hier que le consentement de la victime importe peu, finalement. Il n'est pas nécessaire que une victime consente ou non à une blague pour que le harcèlement soit constitué ou pas. Peu importe. Elle peut rire à une blague sans pour autant adhérer à cette blague. Et c'est effectivement une avancée considérable parce qu'il n'est pas nécessaire aujourd'hui, et c'est ce qu'a considéré en fait le tribunal correctionnel de Bobigny, que qu'elle manifeste son désaccord ou sa désapprobation et même si elle rit, en définitive, ça ne signifie pas qu'elle désapprouve. Il suffit simplement qu'en définitive, les propos ou les comportements ayant pour effet de dégrader les conditions de travail ou pour objet de dégrader ces mêmes conditions. Point. Et en définitive, ils vont considérer que c'est à la jurisprudence, c'est-à-dire au tribunal, au cour d'appel ou à la cour de cassation, d'apprécier si par nature, tel comportement est dégradant ou pas, tel propos est dégradant ou pas. Et ce n'est même pas à la partie civile de le décider. Donc c'est une avancée en définitive notable, puisque c'est au juge de décider si tel ou tel comportement ou tel propos est ou non dégradant, humiliant, attentatoire à la dignité, et peu importe finalement qu'elle accepte ou qu'elle refuse. Et ce qu'a mis aussi en lumière ce dossier, je trouve, c'est le choc des générations, où finalement, le jour où on vient chercher ces dirigeants, qui pour moi, et c'est mon opinion personnelle, ne devaient pas comparaître seuls devant cette juridiction, puisque les ressources humaines, et on en parlera, avaient aussi une grande part de responsabilité dans ce qui s'est passé, mais en définitive, n'ont pas compris ce qui se passait quand on est venu les chercher. Bah, il est où le problème, en définitive? Parce que, je veux dire, personne n'est venu me faire une remarque. J'ai travaillé 15 ans chez Ubisoft. Mon client qui est numéro 2 a fait 33 ans chez Ubisoft. Il a créé quasiment Ubisoft. Il a créé tous les jeux d'Ubisoft. Jamais on est venu le voir pour lui dire, tiens Serge, il y a un problème. Tu peux pas réagir comme ça ou tes collaborateurs ne peuvent pas réagir comme ça. Et en définitive, on normalise quelque chose qui devient finalement une culture d'entreprise. Et je dirais même une culture générationnelle parce que, en définitive, ce qui va mettre un terme à cela, c'est MeToo en 2017-2018. Mais MeToo, c'est pas ça le point de départ. C'est la conscience sociétale de MeToo. C'est 2020. Et en définitive, en 2020, vous avez en fait des témoignages anonymes sur des réseaux sociaux par des anciens salariés de MeToo qui vont commencer à échanger sur ce qui s'est passé chez Ubisoft. Et là, on s'aperçoit qu'effectivement, de l'ampleur du problème. Des violences sexuelles, des propos sexistes qui ont duré pendant des années, et surtout le fait qu'il fallait taire en fait tout cela. Et c'est Libé qui finalement va mettre la main sur ces commentaires sur les réseaux sociaux et qui va décider de mener une enquête journalistique. Donc de contacter en fait les anciens salariés et puis ils vont sortir un article, puis ensuite ça va être repris par Numérama et puis tout cela va se mettre en place. Ensuite, il y a donc l'enquête interne qui est ordonnée chez Ubisoft. Serge Asquette, que je représentais, va démissionner suite à l'apparition de cet article. Et ensuite, il y a la plainte d'un syndicat des jeux vidéo qui intervient un an plus tard à peu près et qui dépose plainte. Et ça, c'est aussi quelque chose qui sera peut-être débattu, qui dépose plainte pour harcèlement moral et harcèlement sexuel institutionnel. C'est-à-dire que c'est la notion qui consiste finalement à dire, vous avez mis en place une politique d'entreprise, des méthodes de gestion qui ont contribué en définitive à la dégradation des conditions de travail ou sinon à entretenir finalement et encourager ce climat sexiste pour finalement dégager plus de productivité, de rentabilité. C'est finalement la créativité au détriment du bien-être des salariés. Et ça avait été consacré il y a quelques années par la jurisprudence Orange notamment. On n'entendait pas sur le même cas de figure puisque Orange était en difficulté et qu'il fallait donc se débarrasser, je crois, de 20 000 salariés. Et donc, eux, il fallait les pousser par la porte ou par la fenêtre. Il y a eu beaucoup de suicides
Et il y a une politique RH, une politique d'entreprise qui a été mise en place pour dégrader les conditions de travail, et effectivement pour pousser les salariés à bout, à savoir qu'ils partent d'eux-mêmes. Là, c'est pas tout à fait la même chose, mais néanmoins, c'est la première jurisprudence qui intervient après, la grosse jurisprudence après MeToo, sur la libération notamment de la parole des femmes. Et j'ai senti effectivement, à l'issue du délibéré hier, une vraie libération, puisque toutes les victimes quasiment étaient présentes. Même si moi je défendais le numéro 2, je ne contesterai jamais le fait qu'il s'est passé des choses odieuses chez Ubisoft, ce que lui ne conteste pas. Mais c'est effectivement toute la difficulté de pouvoir aussi aujourd'hui s'adapter aussi au monde dans lequel on vit. Et je crois que lui n'a pas effectivement, s'est pas adapté. On lui a demandé dès le départ, hein, il faut savoir qu'il n'est pas issu de la bourgeoisie, hein, c'est un milieu modeste. Lui, il a un bac électronique. Un copain lui dit un jour, tiens, j'ai un poste à côté de Rennes, à Lagacy, il y a une petite boîte qui s'appelle Ubisoft et on est une dizaine et puis on rigole bien dans un hangar. Est-ce que tu viendrais bien avec nous? Et lui dit, OK, on y va. Et puis, des années plus tard, il devient numéro 2 d'Ubisoft. C'est lui qui a créé tous les jeux. Il est considéré comme un des génies. Et en fait, ce que lui me dit, c'est qu'en définitive, moi, on m'a toujours demandé de créer des jeux, de créer que des jeux. Et on m'a dit, t'inquiète pas, Serge, le reste, on gère. Donc, ils ont recruté ce qu'on appelle des filtres opérationnels, c'est-à-dire en fait des managers en dessous de lui, chargés en fait de gérer les équipes, les collaborateurs, etc., les problèmes en fait de gestion, pour que lui puisse, à travers le monde, faire ses réunions avec les différents studios pour, euh, pour créer effectivement des jeux. Et à côté de cela, je ne minimise pas la part de responsabilité de mon client, qui effectivement a reconnu une part de responsabilité à tout le moins morale, mais les faits vont se dérouler sur une période de 2010 à 2015, où en 2010, en fait, sa femme se voit diagnostiquer un cancer stade 3, en fait, et elle va tomber malade, et ça va durer, on va dire, 3-4 ans à peu près avant qu'elle décède. Ils ont une petite fille d'1 an au moment où le cancer est diagnostiqué. Et donc lui il m'explique qu'en fait, il devait gérer les réunions pour Ubisoft, rapporter de l'argent à Ubisoft, parce qu'en plus, il y avait des OPA qui étaient portés par Bolloré à l'époque contre Ubi, donc il fallait absolument dégager du chiffre et créer du jeu. Et à côté, aller à toutes les opérations chirurgicales, les scanners, etc. de sa femme, et gérer la petite. Et en fait, sur cette période-là, il va avoir recours à des assistantes personnelles, notamment des assistantes, à qui il va confier des tâches personnelles, notamment aller chercher sa petite à l'école, ou aller la chercher chez le dentiste, ou envoyer les documents au notaire, ou organiser les obsèques aussi de sa femme, ou une fois que sa femme est décédée, pouvoir s'occuper d'aller chercher la petite à l'école. Bon, bref, un certain nombre de tâches comme ça. Et c'est vrai que sur le moment, les assistantes, elles ne l'ont pas vécu. Moi, j'ai retrouvé dans le dossier, alors j'ai épluché 225 000 euros, 225 000 mails sur 10 ans. Et, euh, et en définitive, les échanges entre mon client et les assistantes étaient très cordiaux. Il n'y avait pas de problème et même beaucoup de bienveillance. Les assistantes proposant à Serge en disant, mais je peux aller chercher ta fille, je peux appeler la babysitter, est-ce que tu veux que je commande à manger pour tel mois? Et en définitive, aujourd'hui, il se retrouve poursuivi pour ça. Eh bien, le tribunal correctionnel a considéré que c'était du harcèlement moral. Peu importe qu'elles aient validé en fait la réalisation des tâches personnelles, ça ne figurait pas en fait au contrat de travail. Et donc, par conséquent, c'était par nature dégradant, alors même qu'elles avaient accepté et qu'elles avaient validé en fait la réalisation des tâches personnelles. Ce qui est difficile à entendre, parce qu'on risque avec ce genre de jurisprudence, on n'est pas au prud'homme, hein, on est au pénal. Hein. C'est-à-dire qu'avec tout ce qui, vous avez un casier judiciaire, harcèlement moral, vous pouvez avoir une interdiction d'exercer, il y a la presse, voilà. Mais c'est-à-dire qu'on bascule sur une autre dimension, un autre domaine. C'est pour alerter simplement aujourd'hui les dirigeants, et je dirais même les RH, sur la société dans laquelle on va vivre bientôt. Je vous parlais du rire triste tout à l'heure. Je vous parle aujourd'hui d'une assistante qui accepte, en définitive, de réaliser des tâches personnelles pour aider son patron qui traverse une phase de deuil ou qui enchaîne les réunions. Et puis, des assistantes qui vont dire, bah, moi, sur le moment, j'étais d'accord, mais des années plus tard, on est venu me voir et on m'a dit que c'était pas normal. Notamment avec l'effet MeToo, tout ça. Donc, à l'époque, moi, je pensais que c'était normal, en fait. Et on m'a expliqué que c'était pas normal du tout. Et que c'était une forme de harcèlement moral. Donc, j'y suis allé.
Et en fait, c'est ce qui caractérise aussi ce dossier, c'est effectivement l'effet de groupe, mais c'est aussi pour ça que finalement ça a eu l'ampleur que ça a eu, parce que je pense que si un salarié s'est manifesté, ça n'aurait pas été pas produit d'effet. Mais là, ils se sont tous contactés les uns les autres, et puis ils sont tous montés au créneau. Ils ont eu tous aussi le courage de parler librement, là où au départ ils avaient parlé sous le couvert de l'anonymat. Je rejoins ce que vous disiez, Elodie, tout à l'heure sur le harcèlement sexuel, hein. C'est extrêmement dégradant, en fait, déjà. Je pense que je pense que les femmes n'en parlent pas. C'est des choses qui ne se nomment pas. Je pense que le premier sentiment qu'on a, c'est la honte. Et la difficulté, c'est que quand vous êtes dans un environnement aussi masculin que le jeu vidéo, hein, c'est encore plus difficile de trouver sa place et de trouver une personne à qui parler. Euh, Toujours est-il que je pense que c'est ce genre de conférences aujourd'hui qui permettent d'avancer les choses. Je regrette que mon client soit pas là. Je pense que, en plus, sincèrement, il aurait vraiment apprécié savoir ce que c'est que vivre ensemble en entreprise. Lui me dit ne pas avoir vu certaines choses, euh, pris effectivement dans le travail. Après, il a été effectivement considéré par le tribunal correctionnel de Bobigny qu'il y avait suffisamment d'informations pour considérer qu'il était informé des frasques de ses collaborateurs dans l'open space, parce que son bureau était à proximité, parce que la réputation de ses collaborateurs était telle que ça dépassait le simple service de l'éditorial et que donc il ne pouvait pas ignorer. Et là, encore une fois, je dis attention à la dérive, parce que, et c'est ce que je plaidais devant le tribunal correctionnel de Bobigny, je lui dis, mais moi, je suis en train de plaider devant vous à Bobigny. Mais mon collaborateur à Rennes, là, en ce moment, bah, il est peut-être en train d'harceler ma secrétaire, en fait. Mais ça, je ne le sais pas. Et quand je vais rentrer, comment vous pensez que ce collaborateur va se comporter avec moi? Parce qu'en définitive, je ne peux pas ignorer parce qu'il a la réputation de. Mais en définitive, et je pense à ce degré-là de responsabilité sur ces entreprises-là, je ne pense pas qu'ils vivent au quotidien ensemble et qu'il y a des informations qui ne remontent pas. D'ailleurs, ça a été objectivé par un certain nombre, et notamment les RH et les managers qui travaillaient sous Serge Asquette, où clairement, ils ont déclaré qu'ils avaient interdiction de faire remonter l'information à Serge Asquette pour ne pas effectivement le perturber dans son travail et dans son deuil. C'était effectivement les instructions qui lui étaient données. Après, il a pu parfois être témoin de certaines phrases. Par exemple, ils avaient un jeu dans l'open space, c'était se barbouiller de feutres les uns les autres, ou faire des batailles d'eau, des choses comme ça, mais ça reste bon enfant. Mais même ça, par exemple, le tribunal correctionnel de Bobigny a dit ça, c'est pas le travail. Ça ne doit pas se produire dans le cadre du travail. En rappelant qu'effectivement, la liberté d'expression ou de se comporter à l'extérieur du travail, vous pouvez faire ce que vous voulez. Mais dans le travail, non. Et c'est vrai qu'il y a eu un exemple qui a été donné à un moment donné, je crois que c'est, je me demande si c'est pas l'un des plus impliqués, Tommy François, qui dit qu'à un moment donné, Ubisoft a fait le choix de coller des post-it en fait sur les vitres avec des dessins dessus, à l'extérieur en fait des grandes vitres d'Ubisoft. Et en face, vous avez une banque. Et en fait, la banque en face a trouvé ça génial, hein. En disant, mais c'est génial en fait ce qu'ils font. Parce que quand vous posez des post-it, en fait, ça crée des formes. Et ils se sont mis en face, la banque, à faire la même chose. Ben, un jour plus tard, il n'y avait plus rien sur la paroi de la banque. C'est qu'en définitive, ils essayaient de justifier ce type de normalisation du jeu, en définitive, en disant, mais tout était accepté, en fait. C'était culturel, en fait, chez Ubi. Et ce qu'a rappelé le tribunal, c'est que peu importe le domaine d'activité dans lequel vous travaillez, en fait, que ce soit la banque, que ce soit la magistrature, que ce soit l'université, que ce soit le milieu des articles, du cinéma, que ce soit le milieu du jeu vidéo, parce qu'effectivement, on voit aujourd'hui, et le milieu du cinéma et le milieu du jeu vidéo font parler d'eux, sur notamment le problème de violence sexuelle. On a eu le procès de Pardieu, qui finalement, on retrouve des similitudes sur l'environnement qui entoure, en fait, ces artistes qui ont évolué, ont travaillé pendant des années avec peut-être tenant des blagues potaches et des comportements que tout le monde tolérait, mais c'est normal, c'est Gérard. Et en fait, si vous voulez, on retrouvait dans le discours des personnes impliquées dans ce dossier ce discours-là, mais c'est normal. C'est chez Ubi. Chez Ubi, on peut tout faire, en fait, dans l'open space. Tout le monde rigole, hein. Et c'est vrai que et c'est d'où cette notion qui était importante de rappeler, peu importe en fait le consentement apparent en fait de la victime, ça n'importe pas.
Et une autre notion a été consacrée, qui est importante aussi, mais qui avait déjà été plus ou moins consacrée, c'est la notion de harcèlement sexuel d'environnement ou d'ambiance, c'est-à-dire que aujourd'hui, pour que le harcèlement sexuel soit caractérisé, il est plus nécessaire de s'adresser à une personne identifiée. Vous pouvez vous adresser à un groupe. Là, par exemple, si je vous fais une blague potache, c'est du harcèlement sexuel environnemental ou d'ambiance, sans viser l'un d'entre vous. Mais simplement, si je vous fais une blague sexiste ou sexuelle, bah, l'une d'entre vous peut effectivement euh, considérer ou être choquée par ce que je viens de faire. Donc ça, c'est du harcèlement, sans pour autant que je m'adresse à cette personne. Et je trouve que c'est une avancée aussi notable, hein, pour éviter les dérives, on va dire publiques, hein, dans certaines sociétés ou même au sein de l'université parfois, mais effectivement. Et c'est une notion importante, indépendamment de la notion aussi de ce que j'évoquais tout à l'heure, qui sont des consécrations jurisprudentielles, mais le harcèlement moral institutionnel, le harcèlement sexuel managérial ou moral managérial. Donc on voit qu'on a une avancée et des créations de nouvelles notions autour du harcèlement, et on pourrait presque aujourd'hui tout y mettre. Et c'est là la dérive dans laquelle il ne faut pas sombrer, c'est qu'en fait, parfois, face à un même comportement ou une même attitude, on peut avoir deux réactions différentes. Donc, comment on juge avec objectivité, en fait, un comportement? J'entends par là. Je m'explique. Serge Asquette, on lui reprochait de faire des bruits gutturaux. En fait, il a un TOC, il fait des bruits de ronronnement parfois. Il l'a toujours fait dans la sphère personnelle et professionnelle. Et en définitive, dans l'open space, ça pouvait déranger certaines personnes. Ça pouvait les déstabiliser qu'ils fassent ça. Mais l'entreprise lui avait quasiment acheté une boîte où effectivement ils avaient tous enregistré dans cette boîte sonore le bruit de ce ronronnement pour rigoler. Donc c'était, je veux dire, c'était normalisé, culturel, etc. Eh bien, ils ont considéré que cela pouvait constituer une forme de harcèlement moral. Juste en fait un bruit, un bruit guttural. Il y a eu un autre événement où, alors ça, effectivement, il y a une discussion, mais où il pose une question, on pourra en débattre après, à une de ses assistantes, savoir si elle sait ce que c'est que l'ocytocine. C'est l'hormone du plaisir féminin. Et elle a considéré que cette question, c'était du harcèlement sexuel. Alors, on n'est pas dans le graveleux, on est effectivement dans quelque chose une question plus subtile, en définitive, si c'est véritablement du harcèlement sexuel, mais j'avais expliqué au tribunal que si on se met à lire entre les lignes d'un comportement ou d'un propos, c'est que les choses ne sont pas évidentes. Et qu'aujourd'hui, il faut s'arrêter à ce qui est évident et certain dans un propos. On ne peut pas faire dire à quelqu'un ce qu'il n'a pas voulu dire à travers un bruit, à travers peut-être une question. Et quand on ne sait pas, en définitive, ça doit profiter aussi aux prévenus, sans quoi on s'oriente vers une dérive. Euh, la difficulté concernant Serge Asquette, c'est que, on va dire, euh, qu'il reconnaît en définitive avoir assisté à certaines scènes à l'occasion desquelles ses collaborateurs ont pu entre eux se faire, on va dire, des jeux d'enfants. Je le nommerai puisque c'est un jeu que les enfants pratiquent ou même les moins jeunes, mais le fameux chabit que les garçons pratiquent. Et ça a été considéré effectivement à juste titre, hein, mais pratiqué dans l'open space devant tout le monde, hein, devant les dirigeants, devant. Et ça a été considéré comme une agression sexuelle, comme une forme de harcèlement sexuel aussi, donc intégré en définitive à cette notion. Le tribunal rappelant, en définitive, et c'est par là que j'ai commencé, que l'entreprise, ce n'est pas une cour de récréation, ce n'est pas un exutoire, ce n'est pas un défouloir, et que, en définitive, tous ces comportements doivent être à la rigueur pratiqués à l'extérieur de l'entreprise, mais dès lors que l'on franchit la porte de cette entreprise, il faut mettre de côté toute cette forme de plaisanterie, même si vous travaillez encore une fois dans l'environnement du jeu. C'est une avancée notable, mais attention, peut-on rire de tout aujourd'hui en entreprise? Ça, c'est certain que non. À l'extérieur, oui, je l'espère, au nom de la liberté d'expression. Mais cette liberté d'expression, il ne faut pas non plus qu'elle soit menacée en entreprise non plus. Parce que sous couvert d'un certain nombre de principes, de normes, il ne faudrait pas qu'elle soit muselée
et que progressivement, on en arrive notamment à des dérives aussi, parce que je terminerai là-dessus, mais et ça participe aussi du harcèlement sexuel environnemental. Si vous parlez de quelqu'un en mal, à une personne que vous pensez de confiance, je sais pas moi, il y a eu le cas de Serge Asquette qui, à un moment donné, se livre auprès d'une de ses assistantes en disant, elle, je ne peux plus la supporter, c'est une mal baisée. Il a ce mot, en fait, c'est une mal baisée, je ne peux plus la supporter. Et en fait, elle est choquée, à juste titre, hein, son assistante. Eh bien, ça, c'est du harcèlement sexuel. Alors même que la personne dont il parle, hein, n'est pas présente au moment où en fait, il en parle. Je dis cela, c'est parce que on peut tous un jour être concernés par cette situation où finalement on se pense en confiance et on discute avec une personne en duo ou deux personnes en disant alors lui je peux plus le supporter, etc. Et si ces deux personnes, 2 ans plus tard finalement, ont décidé de participer à une action collective en justice et de dire bah, vous savez tel jour, telle personne m'a dit cela en parlant de telle personne, eh bien ça, c'est du harcèlement sexuel, environnemental et d'ambiance. Et ça peut favoriser, dans certains cas de figure, une forme de délation quand les choses vont mal. Et je ne pense pas forcément que ça participe aussi, on va dire, de manière générale au vivre ensemble. Je pense que on est tous perfectibles, on a tous des défauts, mais attention à ce que ces défauts du quotidien ne fassent pas l'objet d'une forme d'hyper-répression, d'une forme d'hyper-pénalisation. Parce qu'encore une fois, la chambre sociale est là aussi pour sanctionner les fautes graves, les fautes lourdes et même les fautes des dirigeants, le manquement à une obligation de sécurité, et que le pénal doit être vraiment réservé aux cas les plus graves. Mais je pense que le message de ces 3 magistrates, qui sont incontestablement la génération MeToo, et je trouve que MeToo, la libération de la parole des femmes, est quelque chose d'extraordinaire, puisque ça a effectivement permis de rétablir une forme d'équilibre qui n'est pas encore réajusté totalement, mais je trouve qu'effectivement, euh, et je pense que c'est un message aussi passé à l'endroit des chefs d'entreprise ou des managers qui auraient tendance effectivement à se dire, moi je ferme les yeux sur tel comportement en entreprise, moi je veux pas de problème, moi on ne parle pas de harcèlement chez moi, euh, ou qui auraient tendance, comme je vous le disais tout à l'heure, à vouloir normaliser certains comportements en disant, oh écoute, ça c'est la génération, de sorte, ou même, encore une fois, et je terminerai là-dessus, en disant, moi, je n'avais absolument pas l'intention de nuire, mais juste de rire avec mes collègues. Tout cela, en définitive, a été lourdement sanctionné hier par la juridiction de Bobigny, et nous réfléchirons à la possibilité de faire appel. Je voudrais terminer simplement sur les RH. Le parquet de Paris a fait le choix de ne pas poursuivre les ressources humaines, alors que toute l'enquête interne et toute l'enquête judiciaire a permis de mettre en exergue le fait que si Serge Asquette, mon client, lui, n'a pas été informé directement, parce que personne n'osait franchir sa porte, les RH, eux, ont tous été informés des plaintes sur les comportements sexistes et plus grave sur les agressions sexuelles chez Ubisoft. Il y a une femme qui est venue notamment témoigner à la barre, que j'avais fait citer d'ailleurs, parce qu'elle était là pour expliquer que Serge Asquette, lui, il n'avait pas l'info parce que personne ne voulait le déranger, qu'il y avait même interdiction de lui en parler, mais qu'elle avait été agressée sexuellement lors d'une réunion Ubisoft à Los Angeles où faisait la fête par un des prévenus qui comparaissait devant le tribunal. Il l'a tiré par les cheveux, il l'a embrassé de force. Le lendemain, elle va au RH, elle pousse la porte, elle raconte ça au RH, et là, en gros, la réaction des RH, c'est elle lève les yeux au ciel, elle dit, bah, tu sais bien, c'est Tommy. Et donc, si vous voulez, ce que mon client n'a pas compris, on se pose la question de sa responsabilité, c'est une chose. Mais que les ressources humaines, dont il pensait que c'était la charge effectivement décisionnaire aussi, et de prendre des décisions face à des plaintes aussi gravissimes, ne comparaissent pas à ses côtés en fait devant le tribunal correctionnel, ça c'est une incompréhension totale. Le dossier Ubisoft n'est pas terminé puisque la personne morale n'avait pas été poursuivie par le parquet au départ, Ubisoft, de son manquement à son obligation de sécurité, et les ressources humaines devraient faire l'objet d'une citation directe, c'est-à-dire que le procureur estime que lui ne les convoquera pas en justice, mais la partie civile a la possibilité, c'est ce que la loi lui permet, de faire citer directement, en tant que prévenu, les ressources humaines et la personne morale pour qu'il y ait un deuxième procès Ubisoft et que la responsabilité notamment des ressources humaines au titre de ces défaillances soit consacrée. Voilà. Je vous remercie.
Merci infiniment. Vous avez bien planté le tableau. Et donc maintenant, on va passer au second temps, celui du terrain. Alors, on est déjà grandement sur le terrain, hein. Mais en fait, un ancien DRH, qu'est-ce qu'il a à dire sur ce type de situation? Euh, non, mais j'allais. Ouais, non, mais il y a le DRH et puis il y a la direction, hein, et il y a l'entreprise, il y a la personne morale, hein, il y a tout ce monde-là qui est impliqué. L'histoire de la culture d'entreprise, on y reviendra sûrement dans le débat. Mais donc, je vais passer la parole à Olivier Bourcard, donc ancien DRH et qui va pouvoir nous accentuer ce volet sur le terrain. Comment ça se passe dans l'entreprise quand on décèle ce genre de situation? Merci Brigitte. Je vais me mettre debout parce que moi, il faut que je suive mon. Euh, Merci Justine. Je pense que je vais y arriver. Hop. Euh, ouais. Moi, ce que je vous propose. Ouais, pose pas dans le micro, oui. Ça fait beaucoup de choses à la fois, hein. Ok. Je vous propose un déroulé en 3 temps sur la question de comprendre en fait la situation. Je vais vous partager quelques chiffres sur la question de l'action et particulièrement de la prévention. Parce que là, on a vu une fois que les faits sont arrivés, effectivement, clairement, pour avoir été confronté à ces situations et avoir fait 3 licenciements pour faute grave pour harcèlement sexuel, notamment. Clairement, c'est pas facile. On pense bien entendu aux victimes et également harceleurs. Mais moi, il y a une phrase qui m'a marqué, par exemple, c'est le fait qu'on m'ait dit à un moment donné, euh, mais tu as un problème avec le sexuel, toi. Euh, Parce que effectivement, voilà, j'ai fait 3 licenciements sur une entreprise qui fait entre 1000 et 2000 salariés. On va voir les chiffres tout à l'heure. Vous allez pouvoir vous rendre compte que bah, mon argumentaire, c'était de dire je suis vraisemblablement bien en deçà de la réalité de la situation. Et puis peut-être pas au bon endroit. Euh, ah, ça y est. Et justement, par rapport à ces difficultés, j'aurai un temps sur la question de comment mobiliser. Parce que ça peut pas être une action uniquement de un RH, mais qu'il y a, ouais, il y a un collectif à mobiliser et quels sont les arguments qui peuvent porter. Alors sur déjà le comprendre pourquoi avoir une photographie. Aujourd'hui, les chiffres sont assez. Enfin, voilà, il y a une enquête récente sur la question du harcèlement moral. Alors, avec toute la mesure hein, de la définition, etc., est-ce que c'est bien compris mais en tout cas, qui indique voilà, 30-35% de personnes qui auraient subi en fait une situation de harcèlement moral. Et une enquête européenne sur la question du harcèlement sexuel. Donc là, c'est du harcèlement sexuel de contact. Qui établit les chiffres à 31, avec des chiffres pour la France de mémoire qui sont au-dessus, ça doit être 41%. Donc là, c'est à l'échelle c'est pas l'insanté, c'est à l'échelle d'une carrière. Après, si on prend, je voudrais faire un focus sur quelque chose qui m'interpelle, et notamment depuis que je collabore avec la chaire pour avoir un peu plus de temps de regarder les chiffres, un focus sur le licenciement économique. Est-ce que vous avez une idée de l'évolution des licenciements économiques sur une quinzaine d'années? Oui, non, vous dites là, la situation, elle fait que il y en aurait plus, il y en aurait moins. Oui. En fait, ça a été divisé par 2 depuis. Alors, avant 2008, j'ai fait attention de ne pas prendre la référence de 2008, parce que là, il y en avait plus. Si on prend 2000, si on prend 2000, le T1 2009, on arrive à une division par 3. Alors qu'en parallèle, on a plus 73% sur les licenciements pour motifs personnels sur la même période. Et les ruptures conventionnelles, on est sur un x3 à peu près. Au point où les licenciements économiques aujourd'hui représentent 5%
totalité de ces 3 motifs de licenciement, alors qu'auparavant, ça représentait 30%. Bon, derrière, on peut imaginer, pas tout, mais qu'il y a un certain nombre d'entreprises qui jouent sur licenciement pour motif personnel ou rupture conventionnelle pour faire de l'ajustement d'effectifs. Et on peut imaginer aussi, si on tire un peu la plotte, que derrière, il y a des situations qui pourraient rentrer dans les caractéristiques du harcèlement moral, et notamment sur la question de l'avenir professionnel du collaborateur, comme l'expliquait Elodie tout à l'heure. Un autre élément, c'est DURP. Je ne sais pas si ça vous parle, document unique d'évaluation des risques professionnels. C'est une obligation à partir d'un salarié de faire tous les ans, effectivement, cette évaluation. Je crois que si on n'a pas de DURP, Elodie, il me semble que c'est faute inexcusable d'office. Les chiffres en 2019, 46% des entreprises avaient une DURP, un DURP, c'est un document unique, dont 48% avec le volet RPS qui était travaillé. Donc, ça veut dire qu'au total, 22% des entreprises qui avaient fait ce travail sur cette question des RPS, dont harcèlement moral et harcèlement sexuel font partie. Des éléments là-dessus, c'est-à-dire que je le vois dans les entreprises avec lesquelles je travaille, c'est que souvent la question du document unique, elle est faite par des gens qui sont techniques, c'est-à-dire évacuation, sécurité incendie, etc. Et ils considèrent qu'en fait la partie RPS, où là c'est du comportement, c'est plutôt un sujet de RH. Quand les RH, eux, vont dire non, c'est un sujet de sécurité, donc c'est effectivement plutôt au service sécurité de s'en occuper. Troisième élément, la formation des managers. Là, il y a eu une très belle étude qui a été faite par Anne et Justine sur le sujet. On sait que globalement, les managers sont peu formés. Le chiffre du rapport récent de l'IGAS. Et donc, on peut imaginer que sur cette question des RPS, en particulier harcèlement moral, harcèlement sexuel, ils le sont pas non plus. Et je comprends quand Jean-Guillaume évoquait, dire moi je comprends pas. Si on m'a jamais expliqué les 6 critères, par exemple, de RPS, c'est évident que je vais pas les inventer. Même si après, quand même, pour harcèlement sexuel, il y a des choses. Il n'y a pas besoin des 6 critères pour voir qu'on est à côté de la plaque. Et il y a un autre phénomène qui est important pour moi, c'est la question des fragilités des collaborateurs, collaboratrices. Aujourd'hui, on estime 44% des collaborateurs, collaboratrices avec une ou plusieurs fragilités. Elles peuvent être d'ordre physique, psychique ou social. Donc, ça peut être une maladie, ça peut être un trouble anxieux, ça peut être une bipolarité, ça peut être une séparation difficile, une addiction, salarié, aidant, etc. J'ai été sollicité, moi ça m'a marqué, j'ai été sollicité l'année dernière 2 fois par des managers qui avaient fait l'objet d'un, entre guillemets, une espèce de signalement. Alors c'était subtil, parce que c'était pas pour harcèlement moral, mais c'était pour dire que en fait le manager mettait la pression sur, en l'occurrence, un collaborateur et une collaboratrice, 2 managers différents et 2 contextes différents. En creusant le sujet, dans les 2 cas, une fragilité personnelle, un déficit de compétences et un manager, effectivement, qui, en tout cas, lui, même s'il y a peut-être des choses à regarder de bonne foi, disait, moi, j'ai besoin d'avoir des standards de performance, donc forcément, je vais auprès de mon collaborateur ou ma collaboratrice, en fait, aller comprendre pourquoi j'ai pu cette performance là. Donc, on a pour moi aussi un facteur aggravant sur le sujet. Là, vous avez juste, j'ai mis la courbe, parce que je pense que c'est assez parlant. La courbe du bas, c'est licenciement économique. Celle intermédiaire, c'est les ruptures conventionnelles. Et celle du haut, c'est les licenciements pour motif personnel. Alors, cela dit, je collabore avec des entreprises, elles sont
aussi très vertueuses. C'est-à-dire que je dirais c'est un portrait qui est pas excellent, mais les entreprises qui font très bien leur document unique, qui sensibilisent sur les questions du harcèlement, qui sont capables de faire très bien les choses. Je ne voudrais pas laisser à penser que c'est une généralité. Je vais intervenir sur la question de comment agir en prévention. Alors, volontairement, parce qu'on peut faire plein de choses sur le agir en prévention, hein, parce que là, on a vu, une fois que les faits sont avérés, je peux vous assurer que quand on a une enquête à faire, qu'il faut recueillir les témoignages, qu'ensuite, vous savez que, par exemple, sur harcèlement sexuel, à tous les coups, vous allez avoir un contentieux, donc il va falloir aller au tribunal, il va falloir qu'il y ait des témoignages. J'ai encore en mémoire effectivement une jeune collaboratrice de 18 ans qui témoignait devant le juge de prud'homme sur ce qu'elle avait vécu, etc. Bon, c'est des choses qui vous restent longtemps en mémoire. Donc tout ce qui peut être fait en amont pour éviter de se retrouver dans ces situations d'enquête, même si, comme Elodie l'a souligné, en fait, la procédure d'enquête, il faut qu'elle soit prête parce que quand vous avez un signalement, il faut que la chose, elle se déroule. Il ne faut pas que les gens soient surpris qu'il y ait une enquête de comment elle va se dérouler, etc. Donc, en tout cas, si j'avais un conseil à donner, ça doit être un process et qui doit pouvoir se dérouler de façon finalement assez transparente. Donc, je vais faire un focus sur direction, fonction support, manager et collaborateur, avec des choses qui sont volontairement assez simples et faciles à mettre en œuvre. Côté direction, en fait, pour moi, en fait, il y a quelque chose qui est assez simple, c'est quelle est la position de la direction sur la question du harcèlement moral et sexuel. C'est quoi la tolérance? Parce que dans les faits, quand on voit les statistiques, et pouvoir piloter un groupe d'écoute pendant 7 ans, et en particulier dans une... Jean-Guillaume évoquait, je suis à Paris et pendant que je ne sais pas ce que fait mon collaborateur, mais quand vous avez entre 1000 et 2000 salariés dans plusieurs établissements, etc., vous n'allez pas pouvoir suivre tout ce qui se passe partout. Mais ce qui est clair, c'est qu'il se passe beaucoup plus de choses qui finalement ne remontent pas. Et je m'en suis rendu compte, un, avec le groupe d'écoute, deux, avec les mesures qu'on a pu prendre dans l'entreprise, où après, effectivement, les langues se délient. Tout ça pour dire que ça peut mettre les salariés dans une espèce d'ambiguïté, mais en disant finalement, un peu comme le portrait que dressait Jean-Guillaume, ça, est-ce que c'est toléré, pas tolérable? Et ben, tant qu'il n'y a pas une position claire, vous allez laisser les collaborateurs, collaboratrices avec du coup un espèce de flou en disant, est-ce que si je suis victime, est-ce que je vais pouvoir signaler? Mais est-ce que moi, en tant que témoin, je suis légitime à intervenir, signaler, voire recadrer un collaborateur qui, à un moment donné, a fait une blague sexiste ou un propos ou un geste qui est désobligeant. Et je pense que ça, c'est quelque chose qui, pour moi, est assez facile à faire. Sur la question du harcèlement moral, c'est un peu plus difficile, mais sur la question du harcèlement sexuel, de dire que c'est tolérance zéro à partir du moment où on est relativement clair sur le sujet. Et quelque chose qui pourrait être fait de façon très simple, c'est de dire parcours d'intégration des nouveaux embauchés, hein, beaucoup d'entreprises les mettent en œuvre, comment c'est communiqué à ce moment-là? Parce que vous savez en plus que dans les victimes, si je suis sur le harcèlement sexuel, population jeune, c'est souvent effectivement une cible. En tout cas, statistiquement, ça ressort plus comme une cible effectivement des agissements qui peuvent être sexistes. Fonction support DURP. Là, pareil, il y a des outils en fait qui existent. Alors, je vous mets la référence et il y a le lien. Il y a un outil qui a été développé par l'INRS, qui s'appelle OIRA, avec l'agence européenne.
que je trouve extrêmement pratique parce qu'il est par secteur d'activité, il vous pose tout un tas de questions, il vous demande, vous pouvez rajouter des éléments, vous avez tous les textes en référence. En tout cas, simple d'utilisation, plutôt fait pour des PME. Mais moi, je l'utilise notamment par service, que ça permet de rester sur une activité qui est ciblée. Moi, vous ressortez avec un état des lieux, une auto-évaluation, avec des plans d'action. C'est relativement simple à mettre en œuvre, même quand, même quand on n'est pas un technicien de la santé-sécurité. Allez-y. Sur la question des managers. Là aussi, même s'il y a un service sécurité, la base, c'est de faire participer le manager à l'élaboration de ce document unique parce que ça permet de balayer l'ensemble des sujets qui constituent ce document et qui posent des questions de santé-sécurité au travail, dont les questions de harcèlement moral, harcèlement sexuel. Là encore, souvent, ce que j'observe, c'est que c'est plutôt une fonction centrale qui va travailler ce document unique et qui ne va pas être travaillé avec les managers. Donc, on peut aussi imaginer que du coup, on a des managers qui ne sont pas forcément sensibilisés réellement au sujet. Le deuxième élément, est-ce que vous avez entendu parler des 6 critères de RPS? Si je fais un vote à main levée, là, qui connaît les 6 critères de RPS? Ah, quand même, un bon tiers-quart, un quart peut-être. Est-ce que vous les connaissez? Vous êtes capable de les citer, les 6 ou pas? Ouais, je vous donne, pour aller vite, je vous donne voilà, le éviter. En fait, je l'ai fait pour moi parce que je n'ai pas une grosse mémoire. Le E, c'est pour charge émotionnelle. Le V, c'est conflit de valeurs. Le I, c'est l'intensité de travail. Le T, pour les tensions, conflits. Le A, pour l'autonomie. Et le dernier I, pour l'insécurité de l'emploi. Bon, vous avez ces 6 critères-là. Un manager devrait l'avoir en tête en se disant, OK, j'ai mes 6 critères de RPS et je sais effectivement dans ce que je fais, il n'y a pas que cet acronyme à savoir, hein, ça va un peu plus loin, mais en tout cas, je suis capable de me poser la question sur un de ces critères parce que j'ai ça en tête, même si je ne suis pas un spécialiste du sujet. En tout cas, de se dire, OK, peut-être si j'ai un doute, bah, comment je vais aller chercher quelqu'un qui va pouvoir me guider sur le sujet pour me dire, est-ce que là, je ne suis pas en train de me mettre à risque d'un point de vue des risques psychosociaux? Un dernier élément, c'est formation pour moi sur la détection et la gestion de collaborateurs ou de collaboratrices en difficulté. Ça rejoint mon point tout à l'heure des 44%. Alors, c'est un sujet sur lequel je travaille parce que je trouve un angle mort aujourd'hui. C'est un angle mort, en tout cas, en management et en RH dans les entreprises. On considère que c'est du privé. Pour autant, ça a un impact important sur le travail puisque vous allez avoir, et ça a été documenté, vous allez avoir perte de concentration, risque d'erreur, une irritabilité plus importante, potentiellement un isolement. En tout cas, un certain nombre de conséquences. Hein, si on vient de vous annoncer une maladie grave, si vous avez des troubles anxieux, si vous vivez une séparation difficile, qui va avoir un impact sur le travail. Et que là, le manager peut avoir effectivement un rôle. Et en tout cas, moi, je pense que ces situations-là, en donnant la possibilité de, en tout cas, pouvoir en parler, et pas l'obligation de, bien entendu, effectivement utile pour aller éviter d'avoir des situations de tension comme celle que j'ai décrite tout à l'heure. Si ça vous intéresse sur la question du management des fragilités, j'organise un webinaire lundi prochain, donc le 7 à 13 heures sur LinkedIn pour donner un éclairage sur ces situations pendant 3 quarts d'heure.
Euh, et ben voilà, en plus, je l'ai écrit. Si je vais sur le volet collaborateur, en fait, il faut être clair sur c'est quoi les situations qui ne sont pas acceptables. Je trouve qu'il y a un excellent travail qui a été fait par la chaire autopromotion. Le module sur les discriminations a ce mérite effectivement d'aller montrer en tout cas c'est quoi les situations qui ne sont pas acceptables. Et si vous avez loupé la matinée du module, vous avez sur le site de la chaire une vidéo qui reprend un certain nombre de scénettes. Ça a le mérite d'être clair sur les situations. Mais je pense qu'il faut être pédago sur le sujet et pouvoir illustrer qu'est-ce qui est acceptable de ce qui ne l'est pas, en fait. Je retire du matériel à un collaborateur, je vais faire une blague sexiste que j'ai entendue à Rire et Chanson dans la voiture, je vais la refaire à la machine à café. Bon, bah ça, il va falloir dire qu'effectivement, maintenant, et vous l'avez bien développé, ce genre de choses, c'est non, en fait. Et à partir du moment où c'est non, il faut que ça soit clair, qu'il n'y ait pas ce doute. L'autre élément, c'est également travailler sur les tensions au travail. Les tensions, elles sont inhérentes, effectivement, elles sont inhérentes au travail, mais en fait, quand on ne travaille pas sur le sujet, on va se retrouver rapidement, et vous l'avez décrit, Élodie, au démarrage, il peut y avoir une tension, un conflit entre deux personnes, ça peut être avec des collègues, ça peut être, bon, je fais quand même assez souvent avec un manager, mais comment on est capable de réguler et de travailler sur le sujet? Là aussi, il y a un document, il y a une vidéo qui a été faite par la chaire qui permet en tout cas d'amener le débat au sein d'une équipe sur c'est quoi une tension, comment elle naît, comment on est capable effectivement de la gérer. Mais finalement, j'observe, moi, dans les accompagnements, qu'on parle peu des tensions en entreprise, quand bien même les tensions sont inhérentes au travail. On parle en général dans les chiffres de 25% de collaborateurs qui vivent des situations de tension. Bon, c'est pas petit. Et quand on voit le risque de dérive qu'une tension peut amener, et le dernier élément, c'est, je ne sais pas s'il y a des documents là, Justine ou Anne, j'irai travailler un atelier sur le vivre ensemble. Il y a un super outil pédagogique qui a été élaboré par la chaire sur le sujet. Ça permet de se poser les bonnes questions. Ça veut dire quoi, le vivre ensemble dans une équipe? On sait combien de temps? C'est 1h30, c'est ça? Bon, je pense que compte tenu de l'enjeu, ça vaut la peine de passer 1h30 à se poser la question au sein d'une équipe de c'est quoi le vivre ensemble? Parce que ça veut dire aussi être capable de travailler cet aspect positif et pas que les choses qu'il ne faut pas faire. Et voilà. Et toutes ces ressources sont disponibles sur le site de la chaire. Brigitte, tu veux intervenir? Non. Ok, moi je continue alors. Un élément important dans la façon dont je présente les choses, c'est ça ne peut pas être un élément isolé si on veut que ça soit efficace. C'est-à-dire qu'il faut que ça soit pensé comme quelque chose qui va concerner effectivement la direction, les fonctions support, qui va concerner les managers, mais qui va concerner également les collaborateurs. On a tous un rôle à jouer sur le sujet. Et l'erreur qu'on fait souvent, y compris en RH, c'est d'aller sur, tiens, on a un problème, une solution, hein, on va aller super vite, et on va faire une sensibilisation des managers sur la question du harcèlement moral et sexuel. Point. Il y a peu de chances que si on s'arrête là, effectivement, ça porte ses fruits et que sur la durée, ça tienne. Voilà pour les pistes, en tout cas. Et vous voyez que c'est toutes des pistes qui sont facilement... C'est facilement actionnable, il n'y a pas de choses qui sont extrêmement compliquées. Alors, bien entendu, on peut aller au-delà et faire bien mieux, mais ça, c'est pour toute structure facilement actionnable.
Je vais faire une petite partie sur la question du comment mobiliser. Pour y avoir été confronté moi aussi, en disant à un moment donné, quand il faut investir sur le sujet et mener des plans d'action, comment on arrive à convaincre qu'il faut aller travailler ces sujets-là. Que ça soit direction, mais que ça soit manager, que ça soit les fonctions support, etc. Et pour moi, il y a 4 leviers. Le risque de contentieux, le risque humain, économique et de réputation. Au passage, vous avez vu que j'aime bien les acronymes. Donc là, ça fait... Voilà. Donc pas cher vivre ensemble, mais en tout cas, tout ça pour dire que ça peut coûter cher de ne pas s'en occuper. Si je les balaye, bon, celui-ci, on l'a vu, un contentieux, un risque en progression et qui change de nature, c'est-à-dire qu'il s'invite la partie pénale, alors qu'auparavant, on parlait surtout de la partie sociale. Sur la partie humaine, notamment la question notamment la question du harcèlement sexuel, c'est un naufrage, hein, mais pour tout le monde, y compris pour la partie harceleur. On n'est pas sur les mêmes souffrances, mais le dernier que j'ai été amené à faire, il y avait une famille derrière, 2 ados, un garçon, une fille. Quand vous allez chercher la personne à son bureau pour la ramener à sa voiture, et que vous savez qu'une fois que vous avez déclenché ça, effectivement, le bruit que ça va faire, c'est vous détruisez effectivement je dirais des personnes. D'où l'intérêt effectivement d'aller agir en amont. Je ne juge pas hein, la question du harceleur, je l'ai fait, mais il n'empêche que vous dormez pas très bien la nuit d'avant quand vous savez que le lendemain, vous allez avoir à faire ça. Sur la partie économique, là, il y a un vrai levier, hein, parce qu'il n'y a pas beaucoup de directions qui ne sont pas sensibles à la question économique. Un conflit, je pourrais vous donner le détail. En gros, on estime que on arrive rapidement à un chiffre de 5 000 € si vous comptez la perte de productivité de 2 protagonistes sur une certaine durée. Si vous estimez même à 10% ou 15% de perte de productivité sur 3 mois, vous avez des chiffres vite qui s'empilent, le temps passé par le manager, l'effet éventuellement sur l'équipe. Quand on parle de 25% de salariés des tensions au travail, si vous avez un collectif de 100 personnes, ceux qui sont bons en maths, ça fait combien? C'est beaucoup. Ouais. Moi, je l'ai fait avec la machine, ça fait 125 000 € de tête, hein. Donc, même si il ne s'agit pas de passer à zéro les 25, mais si vous arrivez à les faire diminuer de 20 à 30%, vous voyez que vous pouvez avoir des gains substantiels au-delà, sur la partie économique, au-delà des autres gains. Un départ, on estime, quand je fais travailler sur le sujet, parce que j'ai développé un tableur qui permet de calculer, un départ coûte environ 50 000 €. Si vous comptez la baisse de productivité entre l'annonce et le départ réel, le coût du départ lui-même, la période de latence de non-production, voire de compensation par le reste de l'équipe, le coût du recrutement, le temps passé pour la partie administrative, etc. Et que vous allez compter également le temps que la personne nouvelle arrive à 100% de son potentiel. Vous arrivez, et le chiffre, il n'est pas extrêmement élevé. Et à chaque fois, en fait, que les gens calculent ça avec leurs hypothèses à eux, ça fait un effet waouh en disant ouais, j'ai jamais imaginé que ça pourrait coûter autant. C'est ce qu'on appelle les coûts cachés en entreprise. Et là, vous avez un vrai levier. Ensuite, la question de la réputation. La réputation pour l'entreprise, c'est évident, hein. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'entreprises qui ont envie de s'appeler Ubisoft en ce moment. Mais la réputation également pour le manager. Parce que si vous avez vécu ce genre de situation, que ce soit en interne ou en externe, ça peut faire un impact carrière très significatif. Et là aussi, c'est un levier sur lequel il faut jouer, mais en se disant, mais si ça se passait, ok, la probabilité est faible, mais si, on peut dérouler le scénario.
Et juste du coup, pour moi, les points à retenir en disant, ce qui est compliqué, c'est d'aller voir un manager uniquement sur la partie tu dois pas faire ça, tu dois pas faire ça, tu dois pas faire ça. Et je pense qu'aujourd'hui, ici, on le voit dans les études, ils sont très chargés. Donc, c'est comment être capable de réfléchir à quelque chose qui soit un projet un peu plus global et pas uniquement focus sur harcèlement moral ou harcèlement sexuel. Et avec un engagement collectif, c'est-à-dire, vous avez vu qu'il faut agir sur plusieurs parties prenantes et si on agit que sur la partie managériale, ça suffit pas. Et juste, je vais terminer là-dessus. En fait, avoir un peu de méthode, hein, je l'ai dit souvent, c'est un problème, une solution en RH. Il faut que ça aille vite ou pas que ça coûte trop cher. Et généralement, c'est pas très efficace. Et comment on fait pas l'économie d'avoir une phase d'analyse, un diagnostic pour avoir cherché des précaux en fonction des ambitions, un plan d'action qui soit bien structuré. Et puis bien penser la mise en œuvre, que c'est ça qui va faire que ça va réussir et que vous allez avoir de l'impact que vous allez pouvoir suivre. La métaphore que je pourrais prendre, c'est j'ai mal à ma jambe gauche depuis un petit moment. Je pense que si je la soigne au paracétamol, il y a peu de chances que je résolve le problème. Voilà, merci pour votre attention. Merci pour ce volet pratique. On va poursuivre le côté pratique avec une petite table ronde avant les questions. Donc, une bonne dizaine de minutes, peut-être des réactions. En fait, je crois qu'il y a deux choses à distinguer. Il y a l'attitude que fait l'entreprise lorsque la situation existe. C'est-à-dire qu'on sait qu'il y a quelque chose. Alors, on a vu euh, les moyens d'agir et on n'a pas beaucoup parlé, on a un peu évoqué comment anticiper en amont, c'est-à-dire éviter que la situation se présente. C'est deux choses différentes. Alors, sur la situation qui existe, en fait, en vous écoutant, tu le connais, mais tu sais bien comment il est. C'est quelque chose de banal dans l'entreprise. Oh, bah, tu sais bien comment il est, propos racistes, propos discriminatoires, etc. Et puis, tu ne l'as pas évoqué, mais quand on a préparé cette réunion, tu me disais, Olivier, que beaucoup de DRH disaient que lorsque ça se présente dans l'entreprise, l'attitude, c'est quand même, on étouffe. C'est-à-dire que, voilà, et je pense que, au vu de tout ce qui se passe aujourd'hui, ces deux choses-là sont à bannir. C'est-à-dire tu le connais, c'est plus acceptable aujourd'hui. C'est-à-dire tu le connais, ben oui, peut-être que je le connais, mais c'est à bannir. Et puis, essayer d'étouffer l'affaire, je pense que c'est une erreur monumentale aujourd'hui. Alors, je voulais, sur ce premier point, lorsque la situation existe, en fait, avoir un peu des précisions, parce que vous avez parlé de harcèlement moral, mais concrètement les situations, c'est-à-dire qu'en fait, c'est c'est d'être désagréable à longueur de temps, voilà, parce qu'en fait, Jean-Guillaume évoquait aussi les tâches personnelles, on est loin là. Personnellement, moi, en tant que juriste, j'ai du mal à comprendre comment le fait de demander des tâches personnelles relève du harcèlement. Pour moi, ça relève du droit social, c'est-à-dire c'est pas les tâches, c'est pas dans la fiche de poste, ça doit être condamné. Mais les situations de harcèlement moral que vous rencontrez, c'est quoi concrètement, les uns et les autres? Le dirigeant, il était poursuivi pas simplement Alors, parce qu'il donnait des tâches personnelles aux. alors, en grande partie, c'était ça, et en grande partie aussi parce qu'il y avait ses collaborateurs qui menaient une vie infernale à ses collaboratrices, à ses assistantes, parce que justement, lui ne les considérait pas, ses assistantes, en leur confiant des tâches personnelles. C'est ce que le tribunal, c'est la résolution du tribunal, c'est qu'en fait, aux yeux de tous, en confiant à vos assistantes des tâches subalternes en fait et inférieures, hors de leur cadre, on va dire juridique et contrat de travail, vous renvoyez une image négative en fait de ces assistantes à vos collaborateurs qui derrière en fait les maltraitent et voilà. Donc c'était un peu ça. Après, il y avait des remarques du style, il a pu pouvoir dire, bon, les personnes en burn-out auraient besoin d'une bonne guerre, ça leur permettrait effectivement d'apprendre à travailler, des propos comme ça.
Mais c'est un propos, on va dire, tous les 3 ans, pas un propos toutes les semaines. En revanche, les collaborateurs, là, on était sur du quotidien. Ça peut être des colères, par exemple, quotidiennes. Une colère dans un open space est considérée comme un harcèlement moral environnemental. C'est ce qu'a consacré la jurisprudence Ubisoft. Piquer une colère dans un open space, ça fait peur à tout le monde. Et en fait, une colère chaque jour ou tous les 2 jours, ben, au bout d'un moment, en fait, les salariés, ben, ils viennent avec la boule au ventre, même s'ils ne sont pas concernés par cette colère. Mais ils ont considéré que ça crée une ambiance effectivement toxique et insécurisante pour les salariés. Après, je pense que globalement, le harcèlement moral, c'est surtout dénigré en fait au quotidien. Mais on peut dire effectivement que le travail est mal fait, mais en utilisant les bons termes. Et je pense que certains ne nomment pas correctement ce genre de choses. Voilà, en somme. Alors, c'est vrai que nous, en droit du travail, on est confronté à cette limite. C'est que tu as certains salariés, parce que l'employeur va donner certaines directives, certains ordres, certaines tâches, eh bien, les salariés vont considérer que c'est du harcèlement moral, donner des objectifs, vont considérer que très facilement c'est du harcèlement moral. Alors qu'il faut rappeler que quand l'employeur exerce son pouvoir de direction et qu'on donne des objectifs aux salariés, ben, ce n'est pas du harcèlement moral. Et ça, parfois, je le vois beaucoup dans les dossiers. C'est-à-dire que les salariés vont dire, mais on m'a demandé ça, c'est un objectif inatteignable, c'est du harcèlement moral. Voyez. Donc, parfois, il faut rappeler que, et d'ailleurs, la Cour de cassation l'a dit à de multiples reprises, que de demander à un salarié d'exercer ses tâches conformément au pouvoir de direction de l'employeur, donc parfois bah, le sanctionner, parfois lui donner des directives, parfois lui faire des reproches parce qu'il ne fait pas bien son travail, ça relève du pouvoir de direction. Et là, vraiment, c'est là que la frontière est parfois très difficile. Et puis, ça dépend aussi de la sensibilité de chaque salarié. Il y a un salarié qui va se dire, oh, mais c'est insupportable, alors qu'un autre va considérer que ça ne l'est pas. Voilà. Donc, le harcèlement moral, parfois, c'est vrai que le curseur est très délicat. Voilà. Et en harcèlement sexuel, moi, ce que je vois en tout cas, c'est dans mes dossiers. J'en ai un que je plaide bientôt à Quimper, là. C'est tout à fait typique, c'est-à-dire le manager harceleur à 50 ans, excusez-moi, hein, moi j'ai 50 ans, hein, donc c'est pas un problème, mais à 50 ans, et ça ne lui pose absolument pas de problème de dire à une jeune femme qui a 20 ans, 25 ans, bah, des propos complètement déplacés parce que c'est de l'humour, parce que c'est absolument drôle, parce que à cette génération-là, c'est pas un problème, c'est pas grave. Mais une jeune femme de 20 ans, moi je vois bien ma fille, vous lui dites des propos qui, moi, c'est bon, il est lourdingue, quoi. Voilà, moi je vais à 50 ans, je vais dire, mais vraiment, il est lourdingue. Elle va trouver ça absolument inadmissible. Donc, il y a, je vous le disiez très justement, ce problème générationnel. Et je pense que vraiment, il y a une formation à faire pour cette génération de se dire que maintenant, on ne parle plus à une jeune fille qui a 20-25 ans de la même façon qu'on parlait à l'époque. Et vraiment, là, moi, j'ai un dossier. Je ne vous parle pas des termes, mais c'était vraiment très grossier. Hein. Il disait, par exemple, ça sent la pute, mais il ne voyait pas le problème. Ça sent la pute, bah, c'est pas très grave. Non, mais je vous donne un exemple. Hein. Je vais devoir les plaider ce dossier pour dire que ce sont des termes qui posent problème. Et mon confrère, dans les conclusions adverses, dit que bon, c'est pas si grave. Bah si. Et qu'il faut à présent que les managers soient confrontés à cette différence générationnelle qui me semble essentielle dans le harcèlement sexuel. Sur la question du harcèlement moral, la chose moi qui m'inquiète, c'est qu'on est dans un monde qui est en transformation, enfin, d'un point de vue technologique, environnemental, démographique, etc. Ça bouge beaucoup, et c'est le delta de compétences. Parce que on peut rapidement en fait se retrouver en difficulté, changement d'organisation, rachat de l'entreprise, etc. Et avec un niveau d'exigence qui finalement bah, correspond au poste, mais où bah, moi je me suis progressivement décalé parce que
j'arrive à me débrouiller avec un tel, etc. Et que cette béquille, éventuellement, n'existe plus. Dans les exemples de tout à l'heure, c'était je dirais le collaborateur qui était dans un statut 4 ne maîtrisait pas la suite Office, alors qu'il avait des présentations à faire, etc. Jusqu'à présent, il arrivait toujours à se débrouiller, sauf que là, on lui demandait de faire des choses qu'il était incapable de faire. Donc, je pense que cette question je dirais de l'employabilité, hein, et de se dire comment on s'assure que les collaborateurs continuent en fait à être au bon niveau de compétences. Je pense que c'est de nature à faire diminuer potentiellement les tensions parce que de toute façon, sinon, vous arrivez nécessairement à une tension. Enfin, c'est compliqué de passer à côté. Alors, on va peut-être passer à l'aspect anticipé. Et en fait, tu as fait allusion au module. Je voudrais quand même témoigner de l'action de la chaire. Effectivement, on avait fait au début du premier mandat de la chaire une étude auprès des salariés en leur demandant c'était quoi le bien vivre ensemble pour eux, parce qu'en fait, c'est important pour l'entreprise de savoir finalement ce que les salariés pensent. Et en fait, à la base, on l'a demandé à des salariés du premier niveau de qualification et on l'a demandé ensuite aux managers. Et le point commun, c'est le respect. Et en fait, on s'est dit, pour assurer le respect dans l'entreprise, qu'est-ce que peut faire l'entreprise? Bon, elle peut afficher que c'est une valeur essentielle quand elle embauche. Elle dit, très important chez nous, donc sachez que le respect, etc. Mais pour qu'il soit assuré, on s'est très vite rendu compte qu'il fallait que tout le monde agisse. Et donc, on a créé un module de sensibilisation des salariés au rôle qu'ils peuvent jouer, et notamment, c'est une petite formation qui dure 3 heures, auquel tu fais allusion. Vous allez voir pourquoi je vous parle de ça. En fait, où on prend des scénettes de la vie quotidienne. À la pause café, voilà, les propos sexistes, et on rigole. C'est des blagues, vous savez, les bonnes blagues, à propos désobligeants qui sont limite discriminatoires. Et en fait, on amène ces salariés, donc on le fait jouer par une troupe de théâtre, et on amène les salariés, ça va du premier niveau jusqu'à la direction, hein, sur ces modules, à réagir. Et en fait, pourquoi je vous en parle? Parce que donc les gens réagissent. En fait, ce module, il a 4 objectifs, hein. Faire reprendre conscience que les propos, est-ce qu'on peut justement blaguer de tout? Et on voit bien, ici, la limite, c'est non. Dans l'entreprise, aujourd'hui, ça fait quand même plusieurs manifestations. On a fait aussi une conférence sur le rire. Aujourd'hui, dans l'entreprise, on ne peut plus rire de tout. Effectivement, on peut le rire en dehors. Mais la grande différence, c'est que dans le travail, on est obligé de travailler avec les autres. Vous faites des blagues dans votre environnement personnel, vous voyez qui vous voulez, etc. Le travail, vous êtes obligé de travailler avec les autres. Et donc, ici, le simple fait donc, de reprendre conscience que je dis des choses qui peuvent blesser, le fait d'agir, interrompre l'autre en disant écoute, c'est pas drôle tes blagues, vous allez casser une logique dans l'entreprise. Troisième objectif, amener les personnes qui subissent ça à parler, parce que si elles gardent ça pour elles, ça crée des foyers qui sont néfastes dans l'entreprise. Et puis après, quatrième rôle, c'est d'essayer de dire, essayez dans votre entreprise, si ce module vous a plu, d'essayer de faire changer les choses dans votre entreprise. Et en fait, pourquoi je voulais témoigner de ça? C'est parce qu'une chef d'entreprise qui a assisté à cette manifestation est venue nous voir à la fin d'une séance et elle nous a dit, écoutez, l'an prochain, j'inscris mes salariés dans l'entreprise, de l'entreprise au module. Pourquoi? Parce qu'on a connu une affaire de harcèlement grave dans notre entreprise. Et en fait, si mes salariés étaient venus à ce type, je ne fais pas la promotion du module, ce n'est pas le problème, mais c'est la manière de fonctionner de l'entreprise. C'est-à-dire si elle anticipe longtemps à l'avance. Si mes salariés étaient venus à ce type on n'aurait pas laissé faire les choses dans l'entreprise. Il y aurait eu des réactions. Et en fait, la culture d'entreprise, c'est-à-dire le laisser faire, les uns et les autres. Moi, je me rappelle la première fois que j'ai assisté à ce module, je me suis dit, mais combien de fois j'ai assisté à ça? Et j'ai jamais rien dit. Et en fait, ça fait prendre conscience que, ce travail pour éviter d'arriver au harcèlement, effectivement, c'est en amont. C'est-à-dire de sensibiliser les salariés qu'aujourd'hui, on peut plus blaguer de tout. Et pour cause, d'ailleurs, à ce module, un des salariés, un DRH courageux, a pris la parole et a dit oui, mais vous comprenez, on ne peut plus rire de rien. Voilà. C'était bien qu'ils le disent, parce qu'il y a plein de gens qui le pensent.
Et en fait, l'animateur, il s'est retourné vers lui, il lui a dit, mais vous pouvez penser ce que vous voulez. On vient de vous faire voir des scénettes où il y a des propos désobligeants et où ça blesse. Si vous, vous considérez que vous pouvez continuer à blaguer dans l'entreprise et que ça ne vous fait rien, ce module n'est pas moralisateur. L'idée n'est pas de faire la morale aux gens, mais de prendre conscience que dans le travail, voilà. Donc, je voulais quand même parler de ce module parce que ce module ou autre chose, hein, mais de sensibiliser vos salariés à ces questions. Les groupes d'écoute, dans l'ancienne entreprise où tu étais, les groupes d'écoute où des gens peuvent venir parler à un membre du personnel euh, en tout anonymat, etc. Tout ça, tous ces éléments sont des moyens de désamorcer l'instauration au sein de l'entreprise d'une culture toxique. Parce que j'ai vu dans les journaux pour Ubisoft, ils parlent de culture d'entreprise toxique. Et en fait, c'est en amont. Et donc, je pense que c'était un volet important. Donc, je ne sais pas si vous voulez réagir avant qu'on donne la parole, on ait un petit peu le temps sur cette question de l'anticipation. Oui. Bah, pour moi, c'est effectivement, c'est évident, hein, parce que quand on a une situation à gérer, c'est extrêmement compliqué, hein, parce que ben, euh, on ne s'imagine pas, mais cette question de l'enquête, avoir suffisamment de preuves, parce que vous avez deux positions qui sont pas réconciliables, hein. Si vous avez quelqu'un qui est dans la négation complète et l'autre qui dit qu'il s'est passé des choses. Donc, au bout d'un moment, c'est compliqué de se dire, bah, OK, je me suis fait, parce que je ne suis pas juriste, je me suis fait effectivement mon idée. J'ai fait valider quand même, effectivement, juridiquement, qu'avec les éléments que j'ai, c'est OK, mais c'est extrêmement. C'est des moments qui sont difficiles d'un bout à l'autre et ça dure plusieurs années. Donc, tout ce qu'on peut faire, effectivement, en amont, eh ben, va être effectivement utile. Je vais revenir sur ce que tu disais, effectivement. Je pense qu'il y a de moins en moins, toi, quand tu parlais des gens qui sont capables de faire des blagues lourdes en disant mais on le connaît, etc. En gros, je traduis ça par il a une compétence essentielle dans l'entreprise et bon, du coup, on accepte un peu ses frasques à côté. Je pense que la tolérance sur le sujet, enfin, moi, ce que j'ai observé, c'est qu'elle a quand même tendance à diminuer en disant au bout d'un moment, ça, il faut arrêter, quoi. Donc, ça diminue, mais je pense qu'effectivement, il en reste.